Bonsoir, la communauté française en Algérie est inquiète. 3 Français ont été enlevés ce matin à Alger. Ils travaillent au consulat général de France. Jean-Claude Thévenot, son épouse Michel et Alain Fressier s'apprêtaient à aller vers leur bureau quand ils ont été assommés, puis ligotés, puis kidnappés. Depuis, aucune nouvelle. Florence Mavic. Vers 7h30 ce matin, Jean-Claude Thévenot, son épouse Michel et Alain Fressier descendent dans le garage de leur immeuble situé boulevard Kérim Belkacem en plein centre d'Alger. Un immeuble proche du consulat et qui appartient à l'ambassade de France. Selon des témoignages, alors qu'ils s'apprêtent à monter dans leur voiture pour gagner le consulat général, 3 hommes surgissent. Après avoir assommé les fonctionnaires, ils les ont emmenés dans une Land Rover, direction la banlieue d'Alger. Un 4e Français, également présent dans le garage de l'immeuble, aurait réussi à prendre la fuite. Des coups de feu auraient été échangés entre les ravisseurs et des membres des services de sécurité algériens. Un policier en faction devant l'immeuble aurait été tué. Ce soir, toutes ces informations ne sont pas encore confirmées. L'enlèvement n'est toujours pas revendiqué. La France avait demandé aux autorités algériennes de renforcer la protection de ses coopérants et fonctionnaires. La communauté française en Algérie s'élève à près de 25 000 personnes, dont une majorité vit à Alger et ses environs. Les ambassadeurs occidentaux se sont réunis pour évoquer la sécurité de leurs ressortissants. Et ce matin encore, une patrouille de police a empêché de justesse l'enlèvement de 2 Japonais à Blida, au sud d'Alger. Le gouvernement français a réagi ce soir par la voix de son porte-parole Nicolas Sarkozy, invité de RTL Le Monde. Le gouvernement français condamne avec la dernière fermeté cet acte inqualifiable, exige la libération immédiate de nos 3 compatriotes, demande au gouvernement algérien de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la communauté française qui vit en Algérie, dont vous savez qu'elle est extrêmement importante. Il y a 75 000 Français qui sont aujourd'hui en Algérie. Et je voudrais dire également que le gouvernement français a d'ores et déjà pris toutes les précautions, enfin aujourd'hui même, pour assurer la protection des fonctionnaires qui sont sur place, qui font leur devoir et qui assurent la représentation de la France. Alain Juppé a reçu aujourd'hui l'ambassadeur d'Algérie en France. Le gouvernement français est d'autant plus préoccupé que le 21 septembre dernier, 2 Français avaient été enlevés avant d'être tués. 5 autres ressortissants étrangers ont connu le même sort ces dernières semaines. Le fils, s'il s'agit de lui, ne se contenterait plus de semer la terreur en Algérie. Il chercherait, en s'attaquant aux étrangers, à isoler davantage le pays du reste du monde. Françoise Joly. C'est le 26 mai dernier, la terreur, sans visage, sans revendication, vient de frapper. Tahar Djaout, écrivain journaliste, est assassiné de 2 balles en pleine tête. Il devient un symbole, celui de la violence contre les intellectuels. Après Tahar Djaout, 6 autres journalistes sont abattus, mais également un sociologue, des médecins, psychiatres, pédiatres, enseignants. Une trentaine d'intellectuels sont ainsi assassinés. Alors qui tue ? Des groupes islamistes armés, la thèse la plus fréquemment évoquée, et des crimes qu'Anouar Adam, un responsable du fils réfugié à l'étranger, reconnaît implicitement. Fin août, ce sont des attentats contre des usines, des écoles qui secouent l'Algérie, au moment même où les autorités algériennes exécutent 7 sympathisants du Front islamique condamnés à mort. Ils auraient participé à l'attentat contre l'aéroport d'Alger il y a un peu plus d'1 an. La répression d'État contre les islamistes s'accélère, des arrestations par centaines, certains parlent même d'exécutions sommaires. Et puis le 21 septembre dernier, dans ce chaos, une nouvelle étape est franchie. Cette fois-ci, ce sont 2 coopérants français qui sont enlevés puis assassinés. D'autres rapts, d'autres exécutions d'étrangers suivront. Nouvelle stratégie des bras armés du fils ou situation devenue incontrôlable dans un pays où les intégristes auraient armé des centaines de groupes terroristes. Ce soir, l'armée véritable détentrice du pouvoir en Algérie lance une mise en garde et déclare ne pouvoir rester indifférente à ce qui peut être déterminant pour l'avenir du pays. L'enlèvement des 3 Français va accentuer la nervosité et la peur, déjà perceptibles depuis plusieurs mois dans la capitale algérienne. Écoutons le correspondant de l'agence France-Presse, Hassen Zenati. L'enlèvement de 3 agents consulaires français à Alger, venant après l'assassinat de 2 techniciens il y a 1 mois, a fait souffler un vent de panique sur la communauté française. C'est à 30 ans d'intervalle une nouvelle version de la valise ou le cercueil, soupire une mère de famille pied noir
qui, pour la première fois depuis l'indépendance en 62, songe à partir. La nouvelle de l'enlèvement de Jean-Claude Thévenot et de son épouse Michel et de Alain Fressier s'est répandue comme une traînée de poudre. Des parents apeurés ont afflué vers l'école française comme pour exorciser un démon et s'assurer de la sécurité de leurs enfants. Parmi les chefs d'entreprise, ce n'est pas encore l'affolement, mais certains estiment qu'il faut beaucoup de temps désormais pour remonter la pente et faire redécouvrir aux investisseurs le chemin de l'Algérie. Alors Gérard Sebag, l'enlèvement n'a pas été revendiqué ce soir, mais il est semble-t-il signé. Apparemment, il faut rester prudent, mais tout de même, tous les signes montrent bien que ce sont les islamistes qui ont commis cet enlèvement. Ce soir, d'ailleurs, les islamistes et leur attitude est de plus en plus claire. Il s'agit pour eux d'impliquer directement les gouvernements étrangers et européens par ces meurtres et ces enlèvements. Pourquoi? D'abord pour des raisons de propagande. Une censure sévère règne en Algérie depuis plusieurs mois. Cette censure empêche de faire connaître au dehors du pays la réalité d'une vie quotidienne qui ressemble de plus en plus à une guerre civile. Chaque jour, dans l'ensemble de l'Algérie, des affrontements opposent les forces de l'ordre à des groupes islamistes fortement armés, faisant des victimes. Cela se sait peu à l'extérieur. En s'attaquant à des ressortissants étrangers, il est évident que l'information prend une dimension différente et internationale, difficile à cacher, ce qui provoque, comme on l'a dit, une véritable panique dans toutes les communautés étrangères. En montrant que le pouvoir à Alger est si fortement déstabilisé, les islamistes espèrent que les capitales étrangères, et notamment Paris, seront plus timides dans leur soutien actuel au gouvernement de M. Malek, surtout sur le plan économique. Des difficultés économiques plus graves augmenteront le mécontentement de la population qui cherchera peut-être son salut auprès des islamistes. Un enchaînement en tout cas qui donne une dimension nouvelle à l'épreuve de force que vit aujourd'hui l'Algérie, déchirée entre les islamistes et un gouvernement porté par l'armée algérienne, mais de plus en plus fragilisé. Merci Gérard, vous restez avec nous. Le ministre algérien de l'Intérieur doit intervenir ce soir à la télévision algérienne. Nous devrions l'entendre dans quelques minutes. Il dormait quand l'explosion s'est produite, violente explosion dans un immeuble de 2 étages au centre de Bordeaux ce matin. 3 personnes sont mortes, 6 autres sont blessées. À l'origine, sans doute, une fuite de gaz. Gilles Marinet. C'est la dernière victime. En début d'après-midi, les sauveteurs ont découvert le corps recroquevillé d'une femme morte, étouffée sous les décombres. Il était 6h30, rue Laroche, ce matin, lorsqu'une explosion a soufflé 3 bâtiments et semé la panique dans tout le quartier. Un grand boom. C'est tout ce que j'ai entendu. Mes carreaux qui ont pété, mes filles qui ont hurlé. Et la rue, ça m'a semblé comme un genre de trucs, des décombres de guerre. Et là, j'ai vu des enfants qu'on en sorti et tout. 6 blessés, dont 2 gravement brûlés, ainsi que 3 morts seront dégagés au fil des heures. À l'origine de l'explosion, probablement le gaz, mais dans quelles circonstances? Erreur humaine ou déficience du réseau? Les spécialistes de la régie municipale de Bordeaux se refusent à tout commentaire. D'abord, il y a une enquête, donc il faut laisser se dérouler l'enquête pour donner des explications. Nous n'avons rien signalé pour le moment. Quant aux pompiers, ils sont surpris, comme tous les témoins, par la violence de la déflagration. Vous avez des véhicules qui ont été détériorés dans les rues attenantes par les rechutes de débris qui se sont volatilisés lors de l'explosion. Aux morts et aux blessés s'ajoutent en effet des dégâts matériels considérables. C'est tout un quartier qui est sinistré. Ce soir, ils seront nombreux à devoir trouver refuge ailleurs. Ne prenez pas l'avion mardi prochain, évitez même d'aller à Roissy ou à Orly. La plupart des syndicats d'Air France et d'Air Inter seront en grève. Il n'y a même pas eu de trêve aujourd'hui à Roissy. Ils étaient encore nombreux dans l'aérogare pour maintenir la pression. Corinne Pertuis, Dominique Bonnet. Le plan d'Air France le prévoit, d'ici à la fin de l'année, le service de desserte des aéroports par autocar sera vendu à une société privée. Les premiers touchés, les chauffeurs, perdront leur emploi. En grève depuis 1 mois, ils croient maintenant à une extension du conflit. Il faut que ça explose partout, partout. On en a marre de se faire prendre pour des idiots. On rapporte de l'argent, d'accord, mais il ne faut pas nous prendre pour des cons. Demain, ça va vraiment durcir parce que nous pensons que les agriculteurs vont venir avec nous et après ça sera les routiers. Ça va suivre. Après 13 jours de conflit au fret, 7 jours dans les autres secteurs, se pose la question de savoir comment continuer la grève et surtout avec qui. Dès demain, la coordination paysanne doit venir apporter à manger aux grévistes. Mardi surtout, Air Inter, la SNCF, la RATP feront grève. Une solidarité que certains salariés d'Air France jugent un peu encombrante. On craint, si d'autres mouvements se joignent à nous, d'avoir un débordement.
Et on ne parlerait plus d'Air France après. Hein, c'est le ressenti un peu de tout le personnel. Hein. Pour expliquer leur mouvement, toute la journée, les grévistes sont allés au devant des passagers. Des passagers qui, eux, subissaient la situation en silence. Ce dimanche à Orly était plus calme, pas d'effervescence dans la salle des pas perdus, mais c'est un calme trompeur. Renaud Fessaguet, Denis Pardano. Dimanche calme, gris et presque comme les autres aujourd'hui à Orly. Après 5 jours d'occupation des pistes, les grévistes d'Air France sont restés chez eux. Ce matin, pas d'assemblée générale ni de CRS. Rien que des passagers et des compagnies étrangères qui affichent complet en se frottant les mains. Remplissage 100% aussi pour les charters avec 3 destinations en bout de piste, l'Amérique, les Antilles et le Maghreb. C'est d'ailleurs vers la Tunisie et le Maroc qu'Air France a réussi à faire voler aujourd'hui quelques Airbus. Des avions qui ressemblaient presque à un miracle pour les passagers. Il y a 15 vols moyens courriers qui partent aujourd'hui. Ouais. Dans le vôtre? Oui, dans le nôtre. On a de la chance. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Le retour. Le retour. Et oui, le retour ne sera pas simple, mais aujourd'hui encore, partir tenait de la gageure pour les passagers de la compagnie nationale. Beaucoup ont dû atterrir à Lille ou à Beauvais avant de rejoindre Orly en bus. Même chose, mais dans l'autre sens pour les candidats au départ. Mais le pire surviendra sans doute mardi. Ce jour-là, les grévistes recevront le renfort des personnels d'Aéroports de Paris, d'Air Inter et surtout des pilotes. Les options choisies par le gouvernement ne nous semblent pas permettre le redressement et le développement d'Air France. Et dans ce cadre-là, nous ne pouvions pas rester immobiles. Mardi sera donc une journée test de la détermination des grévistes, des intentions du gouvernement et de la patience des usagers. Valéry Giscard d'Estaing voit dans cette grève à Air France le signe fort d'un traumatisme du corps social. L'ancien président de la République l'a dit à l'heure de vérité. C'est un signe fort. Il ne faut pas vous tromper. La France a à l'heure actuelle 3 200 000 chômeurs et si on compte les personnes en état de fragilité, beaucoup plus. 5 millions de personnes en état de fragilité d'emploi. On se dit, ça n'est pas très... Enfin, c'est préoccupant, bien sûr, c'est pénible, mais ça conduit à une certaine résignation, parce que les chômeurs ne font pas grève. Et les gens menacés de licenciement non plus. Donc on se dit, voilà, après tout. Mais en même temps, il y a un traumatisme du corps social. Et je pense que le traumatisme du corps social français est sérieux, je pense. Donc cela veut dire qu'il faut avoir une politique économique et sociale active et qui fasse apparaître des perspectives d'amélioration crédibles. Le gouvernement semble changer d'attitude. Bernard Bosson a déclaré chez nos confrères de TF1 tout à l'heure qu'il faudrait bâtir un autre plan à Air France. Ce conflit a donné l'occasion aux dirigeants du Parti socialiste de se montrer plus critiques à l'égard du gouvernement. Les discours entendus au congrès du Bourget ont donné une idée de la ligne que le nouveau premier secrétaire adoptera. Michel Rocard a demandé aux siens de faire preuve d'audace. Il donne l'exemple. Il les conduira aux élections européennes de juin 1994. Roland Sicard, Raymond Chaplard. Ces gestes-là, Michel Rocard avait dû souvent en rêver. Les bras levés, la tribune, les roses, le poing. Après François Mitterrand, après 20 ans dans la minorité, le voilà premier secrétaire du Parti socialiste. Et comme les grandes joies se disent en peu de mots, Rocard n'a pas grand-chose à ajouter. Eh bien, je ne suis pas trop malheureux. Merci. Je crois que c'est dense. Rocard, pas malheureux, les militants non plus. Ce qu'ils veulent depuis longtemps, c'est l'unité, et cette fois, ils l'ont eu. J'ai le sentiment de vivre une nouvelle rénovation. C'est un congrès merveilleux. Une unité retrouvée qui fait chaud au cœur. C'est un congrès de mobilisation et j'espère qu'il nous conduira à la victoire en 95. Seulement, être content, c'est bien, mais en politique, ça ne suffit pas. Auparavant, le nouveau patron du PS avait donc abordé son projet. Semaine de 4 jours, emprunt européen, Rocard a des idées et un calendrier. La première échéance, ce sont les élections européennes. À ce sujet, un certain nombre d'entre vous m'ont fait l'amitié de suggérer, voire de souhaiter, que je conduise notre liste. Eh bien, je suis d'accord. La condition, c'est que derrière moi, cette liste soit composée à stricte égalité de femmes et d'hommes, qu'un candidat sur deux soit une candidate, et ce, du début à la fin de la liste. Les femmes ne seront plus demain seulement électrices à égalité, elles seront élues à égalité.
pour une Europe nouvelle, une représentation nouvelle. C'est clair, son élection à la tête du Parti socialiste a redonné à Michel Rocard le goût des luttes électorales. Seulement, entreprendre le contrôle du PS et gagner des élections, il y a un pas plus que difficile à franchir. Le nouveau premier secrétaire doit déjà y réfléchir. L'élection de Michel Rocard au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, Air France, le GATT, les sujets d'actualité ne manqueront pas demain lors de l'intervention de François Mitterrand sur France 2 à 20h50. Le président de la République, invité par l'heure de vérité, aura ainsi l'occasion de faire le point sur l'état du monde et de la France pour la troisième fois depuis la nomination d'Édouard Balladur à Matignon. Il l'avait fait une première fois le 14 juillet et une seconde le 9 septembre sur ce plateau. Il disposera demain d'un élément nouveau, l'opinion des Français, grâce à un sondage BVA réalisé pour France 2 et la presse quotidienne régionale. Nathalie Saint-Cric. 12 ans à l'Élysée et déjà 7 mois avec Édouard Balladur. Second septennat, deuxième cohabitation, mais aujourd'hui, entre l'Élysée et Matignon, la courtoisie règne. Même si le chef de l'État fait entendre ici ou là sa différence, les divergences entre François Mitterrand et son Premier ministre sont gérées en douceur. Après plusieurs semaines de laborieuses tractations, un accord sera trouvé à propos de la révision constitutionnelle sur le droit d'asile. Les négociations seront également serrées pour trouver une position commune sur les essais nucléaires français. Mais c'est sur l'Europe, la politique étrangère, domaine partagé avec son Premier ministre, que François Mitterrand est le plus actif. Cohabitation harmonieuse dans un sondage BVA Heure de Vérité publié demain par la presse régionale. 61% des Français estiment que la cohabitation est une bonne chose pour la France. Mais ils sont 79% à considérer que c'est Édouard Balladur qui dirige effectivement le pays. Dans le même sondage, les Français attendent néanmoins du chef de l'État des réponses sur la lutte contre le chômage, l'agriculture et le GATT et plus généralement les moyens de sortir de la crise. Et la crise économique qui inquiète les Français a des conséquences sur un bon vin, le Saumur. L'enquête de Jean-Yves Perrin et Vincent Maillard. Du côté de Saumur, les bulles ne sont plus à la fête. Crise oblige, les ventes diminuent et d'abord en grande surface. De plus, les négociants, ici on dit les élaborateurs, ont acheté massivement l'année dernière. Le gel de 91 a vidé les caves et fait flamber les prix. Alors ils ont pris des précautions, peut-être un peu trop. Et comme les élaborateurs ne sont qu'au nombre de 6, il leur est facile de s'entendre. Cette année, on se trouve donc avec un peu plus de 2 années de stock et ça nous amène à réduire les achats au moment de la récolte, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas fait ultérieurement. Bien au contraire, dès février, mars ou avril, les achats vont recommencer. Voilà qui n'est pas fait pour rassurer les viticulteurs. Depuis 15 ans, ils ont pris l'habitude de vendre leurs raisins dès la vendange. L'année dernière, Hervé Vigan a livré 100 tonnes de raisins. Cette année, son client lui achète 17 tonnes en tout et pour tout. Pour le reste, il lui faut s'organiser. Trouver en catastrophe un pressoir, des cuves pour faire du vin qu'il n'est pas du tout sûr de vendre. C'est vraiment infâme. Bon bah je rentre la récolte là parce que bon ça serait dommage de la laisser dans les champs. Mais comme je disais, comme je dis aux copains, ça va faire une récolte à saisir pour au cas où quoi, ça se passe mal. Ils sont 400 comme lui, bien assis sur un système qui tournait sans problème depuis 15 ans. Devant l'ampleur du désastre, ils réclament des solutions, se retournent vers les pouvoirs publics, vers leurs responsables professionnels. Lui, c'est Robert Naud. Il est président des viticulteurs de Saumur depuis 20 ans. Des solutions, il n'en voit qu'une, et depuis longtemps. Acheter un pressoir collectif, financer 60 000 hectos de cuverie, histoire d'attendre le bon vouloir des négociants. On s'aperçoit que cette année ça va mal, que ça risque d'aller mal une année sur deux, ça ne peut pas durer. Il faut bien s'organiser pour essayer de pallier à ça. Et là vous vous adressez aux viticulteurs et pas aux élaborateurs. Ben oui, mais c'est pas commun de sauver la viticulture sans les vignerons, hein, sans l'accord des vignerons. Ça a le mérite de la franchise, c'est rare dans ce milieu. Cédric Pioline serait-il la Pénélope du tennis mondial? 6e finale en un an, 6e défaite. Mais le champion français, c'est sûr, finira par conjurer le sort Pénélope. Ce n'est qu'une légende, Christophe Duchiron. Nul n'est prophète en son pays, pas même Cédric Pioline. Le prince déçu, c'est lui, le roi, s'appelle Pete Sampras. Sampras-Pioline, ou la lutte finale entre le patron du tennis mondial et le meilleur ouvrier de France. Eh bien, le patron a eu raison de l'ouvrier, mais ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été non plus sans spectacle.
Aujourd'hui, le Français a montré qu'il avait des droits à faire valoir. Un premier set perdu au tie-break, mais une belle raclée 6-1 infligée au patron dans le deuxième set. Pioline s'est peut-être dit alors que le grand jour était arrivé et qu'il allait remporter le premier tournoi de sa carrière. Seulement voilà, il a eu beau se révolter, le troisième set a tourné à l'échec, 7-5, et Pioline va perdre sa 6e finale en un an, et coïncidence, la 3e contre Sampras, après Lyon l'an dernier, et l'US Open au mois de septembre. Pioline, qui n'a donc pas mis fin à la lutte des classes dans le tennis, mais qui montre depuis quelques mois qu'il a bien du talent. Il a perdu la bataille de Lyon cet après-midi, et c'est l'Américain qui augmente son capital de victoire. N'empêche, le public en a eu pour son argent. Sampras aussi remarqué, il a ramené chez lui un trophée de 1268 diamants. Il avait l'air content de lui. Benazi revient dans le 15 de France de rugby. Il avait été blessé en Afrique du Sud, mais il pourra affronter avec ses coéquipiers que vous découvrez l'Australie samedi prochain à Bordeaux lors du premier test match en France de l'équipe championne du monde. Alain Prost a raison de ne pas aimer la pluie, surtout la pluie nippone. Le Grand Prix du Japon lui a échappé une nouvelle fois. Pascal Doucet-Bon au Japon. À Suzuka, il a plu et ça lui a plu. Ayrton Senna est imbattable sur piste mouillée, il l'a encore prouvé aux Japonais. Mais en fait, dès le départ, avant l'averse, le Brésilien avait démontré sa grande forme. Il était en première ligne avec Prost et nous a gratifié d'un départ canon, purement dans son style. Le reste fut affaire de changement de pneus, mais aujourd'hui, même à ce jeu-là, McLaren était le plus fort, Senna décidément intouchable. Mais sur piste humide, la Formule 1 offre une autre constante, les sorties de route. En voici une de Michael Schumacher. Et comme Patrese est sorti lui aussi, Benetton laisse filer McLaren au classement constructeur. Eddie Irvine est un petit nouveau de la Formule 1, il n'aime pas la pluie, lui non plus. Même Alain Prost s'est fait une frayeur, heureusement sans grandes conséquences pour la suite. Quant à Pedro Lamy, lui aussi un nouveau, il a eu chaud, très chaud, il s'en sort indemne, comme tous ses petits camarades. Senna, l'équilibriste, devance Prost et Hakkinen, le Français n'aura jamais remporté le Grand Prix du Japon. Le vent a été fainéant aujourd'hui à la pointe de la Torche dans le Finistère, mais les planches ont tout de même glissé. Jacques Deveau, Roger Bendayan. Six ans qu'il n'y avait pas eu d'épreuve de planche à voile à la Torche. Autant dire que le spectacle s'annonçait à la hauteur de ce site exceptionnel. Hélas, le vent s'est montré capricieux, trop faible et mal orienté. Il n'a pas permis d'épreuve de saut de vague. On est un peu malchanceux quoi. Au niveau de la PB1, sur 2-3 épreuves, on n'a pas eu de vent. Puis bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Pas assez de vent pour offrir un vrai spectacle, qu'importe. Le public était là, 20 000 personnes, jeunes et connaisseurs, s'empressent autour de leur héros. Séance d'autographes interminable, les concurrents sont assaillis dès leur retour sur la plage. Même si on navigue pas, ils sont quand même sympas parce qu'ils viennent demander des autographes, ils viennent nous voir, ils nous touchent, ils nous embrassent. Ça, c'est fabuleux pour nous. Alors, pour satisfaire ce public chaleureux, les vedettes assurent le spectacle. Des mini-courses pour le plaisir, où chacun s'en donne à cœur joie. Et si cette année l'épreuve a été quelque peu gâchée, tous promettent de revenir l'an prochain, en espérant que le vent soit au rendez-vous. Un manteau en plume de cygne, une robe fourreau, un fume-cigarette, la photo d'un amant, quelques lettres d'insultes, de très nombreuses lettres de fans. Cette liste à la Prévert, c'est un trésor. Il appartenait à la grande Marlène. Berlin l'a racheté pour en faire un musée. Pascal Guimier, Bruno Schneider. C'est l'inventaire de toute une vie où l'on s'arrête avant les bijoux de l'actrice et les accessoires de la star, sur un cahier de petite écolière berlinoise, sur un violon d'exercice ou un journal intime commencé en 1913. Toute Marlène est là, avec sa grandeur et ses petites faiblesses. La croix de Lorraine remise par le général de Gaulle, mais aussi le passeport où l'actrice s'était rajeunie de quelques années. Tout est là, car Marlène Dietrich gardait tout et ne jetait rien. Voici l'ange bleu et la carte miraculeusement retrouvée de Lola Lola. Elle fait naître le désir puis la folie chez un vieux monsieur, jusqu'alors très convenable. Lettres d'Ernest Hemingway, ou bien comme ici de Jean Cocteau, souvenirs d'amis, présents d'amants,
Lettre de Jean Gabin. Combien de fois m'as-tu dit, tu ne me quitteras jamais, dit, étais-tu sincère? Gourmette offerte en cadeau, Gabin appelait Marlène mon ange, elle le surnommait ma brute. L'uniforme blanc, ça c'est Hollywood. Et celui moins saillant de cette Allemande qui eut le courage de s'engager pour de vrai dans l'armée américaine contre son propre pays en guerre. Au total, près de 100 000 objets achetés aux enchères par la ville de Berlin, 30 millions de francs pour cet héritage Dietrich, fonds permanent d'un futur musée du cinéma. Hommage officiel dans le théâtre où elle fit ses débuts, Marlène aujourd'hui est revenue. Troublante, ambiguë, ironique, spirituelle, insolente, lascive, provocante, odieuse et charmante, mystérieuse et désarmante, Marlène revit aujourd'hui à Berlin, Berlin, où elle repose pour toujours. La promenade musicale du dimanche, Michel Strilovici et Daniel Lefebvre nous font visiter le château des Carpates. Les mineurs de Germinal et les dinosaures de Jurassic Park se combattent à Montpellier comme partout en France. Mais ce qui réconcilie tout le monde ici, c'est l'opéra, qui trône au cœur de la ville. Le maître de cette vénérable maison depuis maintenant 9 ans, Henri Mayer. Ça marche, l'opéra à Montpellier, évidemment. Les abonnés nous suivent, le public est enthousiaste, les salles sont évidemment pleines, mais je crois que les gens sont heureux. Oui, l'opéra marche à Montpellier. Le secret du succès d'Henri Mayer, concilier les répertoires classiques et baroques et donner sa chance à la création contemporaine, comme aujourd'hui avec le Château des Carpates de Philippe Hersan. L'histoire, tirée de Jules Verne, met en scène un savant fou dans un château perdu qui tente de perpétuer par une sorte de machine cinématographique le souvenir d'une chanteuse morte il y a des années. C'est intéressant, le personnage de ce châtelain des Carpates, fou d'art lyrique et qui invente en quelque sorte la cassette vidéo. Et on peut se demander avec Jules Verne si finalement, en inventant la cassette vidéo, il n'est pas en train de tuer l'opéra. Problème d'actualité s'il en est. Avec ce château des Carpates, Montpellier donne une nouvelle vigueur à la création contemporaine. Vous connaissez la plume de Marie-Josée Le Picard, elle sait si bien décrire ce que vous portez, mesdames, le bas comme le haut. 26,5 millions de lunetteux en France. Et la plupart ne sont tout de même pas des ours. Le Stilmo 93, salon professionnel de l'optique, veille à leur proposer de nouveaux verres, mais surtout de nouvelles montures. Bref, à les soumettre à la mode. Quoi de neuf? Légèreté, légèreté, fini les grands effets hollywoodiens, lunettes de vue de Lafon, les verres sont percés. Et c'est même possible sur des verres relativement épais comme chez Rodenstock. Percés aussi les lunettes de soleil de Lanvin. Légères aussi, les nouvelles Mikli, c'est le minimum de monture et une petite barre profilée évite les marques sur le nez. Et puis, si vous hésitez, si vous ne savez pas choisir et surtout, si vous ne voyez rien sans lunettes, une nouvelle machine vidéo va vous permettre d'essayer, de vous faire enregistrer, de rechausser vos lunettes habituelles pour vous admirer et choisir. Vous n'hésiterez plus à essayer ce que vous n'auriez jamais cru pouvoir porter, le blanc flamboyant de Mikli, les petits lorgnons bleus de John Lennon, les montures à ellipse de l'italien Casanova et les mini pinces à linge. Et la maison façonnable qui pense à tout vous prépare avec des airs de Mickey Mouse un bel été au soleil. Je vous rappelle l'information la plus importante de la journée. 3 Français ont été enlevés ce matin à Alger. Ils travaillent au consulat général de France. L'enlèvement n'a pas été revendiqué. Nous n'avons aucune nouvelle ce soir. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur d'Algérie en France. Le gouvernement français exige leur libération. C'est ce que Nicolas Sarkozy, le porte-parole du gouvernement, a dit ce soir à RTL. Et le ministre algérien de l'Intérieur, Selim Sadi, est intervenu il y a quelques minutes à la télévision algérienne pour mettre en garde les ravisseurs. Gilles Rabine. Signe évident du profond embarras des autorités algériennes, elles ont attendu plus de 5 heures avant de reconnaître officiellement l'enlèvement des 3 Français employés au consulat général de France à Alger.
Ce soir, la télévision algérienne a fait de cette affaire l'unique titre de son journal de 20 heures, mais elle n'a montré que quelques plans d'archives de l'endroit où s'est déroulé cet enlèvement. Au nom du gouvernement algérien, le ministre de l'Intérieur, Selim Saadi, a mis en garde les ravisseurs. Aucune cause, a-t-il déclaré, ne peut justifier de tels actes. Les auteurs de ces actes odieux se trompent s'ils croient pouvoir influencer le programme politique du pouvoir. L'embarras du ministre était pourtant visible. Comment répondre en effet à la demande pressante faite à Paris par Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, de protéger les ressortissants français? Ils sont 25 000 en Algérie. Même si la police a réussi ce soir à déjouer une deuxième tentative d'enlèvement, celle de 2 Japonais près de la citadelle de Blida. Si d'autres informations nous parviennent, évidemment, nous vous les donnerons ce soir et sûrement dans le journal de Florence Duprat à minuit 15. Ce journal est terminé. Violence et passion ce soir sur France 2. Violence à 20h50 avec un acteur remarquable, Al Pacino. Passion à 22h45 avec Le Diable au corps. Vous connaissez. Nathalie Rouet dans un instant. Elle sourira malgré le temps froid et gris demain. Demain, Henri Sagnier 13h, Bruno Mazur 20h, François Mitterrand 20h50. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.